Bonjour tout le monde, bon retour. J'espère que vous avez bien mangé. Alors, mais pour vous garder bien réveillé quand même, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement avec notre prochain panel qui s'intitule Des données d'usage dans un web en changement. Donc, juste à titre de rappel, on ne peut pas boire en fait dans cette salle hormis pour vos bouteilles d'eau. Et puis, vous rappelez également que les panels, il y a une captation donc qui est en cours et qui est faite de tous les enregistrements et que vous aurez donc l'opportunité d'accéder à l'ensemble de la journée, au panel de la journée, donc en différé, lorsque ces vidéos seront rendues disponibles. Là-dessus, j'ai très hâte de vous présenter nos prochains invités. On s'est bien attardé, donc, cet avant-midi. Hein? Vous avez compris maintenant la logique de la journée. On est parti très, très macro. On a essayé d'établir un état des lieux, évidemment, de l'état de la francophonie dans l'environnement en ligne par rapport aux enjeux de découvrabilité et tout. On s'est transporté, évidemment, à la standardisation, la normalisation des données. Et si on a eu l'occasion cet avant-midi, donc, de soulever différents enjeux liés à tout ça, on va se transporter maintenant à l'autre bout de la chaîne, celle qui intéresse beaucoup de gens dans la salle, j'en suis certaine, et c'est celle évidemment des données et des informations que génèrent les utilisateurs eux-mêmes ou qui portent en fait sur les utilisateurs et qui nous permettent justement de mieux comprendre peut-être un peu leur parcours, leurs préférences, leurs choix, etc. Donc, ce qu'on appelle les données d'usage semble représenter résolument le saint Graal, souvent, je dirais, dans cette discussion autour de la découvrabilité. Donc, on va explorer ensemble avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. Un peu à l'instar de ce qu'on a fait précédemment. Donc, je vais vous laisser un petit tour de table, un petit moment pour vous présenter. Donc, d'abord, bonjour, Monsieur Serge Leclerc. Oui, Un, deux, un, deux, un, deux, un, un, deux. deux, on Oui, vous vous m'entendez? Oui. entend. Bonjour. Vous êtes directeur général du média d'information L'Actualité, en fait, qui appartient à l'entreprise Mishmash. Et vous, vous êtes lancé et même déployé et opérationnalisé. Donc, vous êtes engagé dans une initiative qui s'intéressait donc aux données d'usage. Là. Parlez-nous un peu de ce que Ouais, vous avez fait. en fait, ça faisait déjà un bout de temps qu'on s'intéressait, quand je dis un bout de temps, là, c'est quelques années, qu'on s'intéressait à cette question de comment mieux connaître nos utilisateurs, particulièrement nos abonnés et ce qu'on appelle nos prospects. Je vous expliquerai rapidement de quoi il s'agit. Mais donc, dans une logique de funnel très classique là, de marketing, comment mieux connaître les utilisateurs qui sont plus proches de l'abonnement et ceux qui sont dans l'abonnement et même ceux qui ont quitté l'abonnement pour mieux comprendre, dans le fond, quels sont leurs besoins, comment on peut mieux les servir en termes de contenu, comment on peut avoir une meilleure interaction, des meilleures interactions avec eux. Donc, l'idée de créer un entrepôt de données pour unifier les données utilisateurs a émergé. Et puis, donc, on est là-dessus depuis 2021. Et après avoir créé cet entrepôt de données-là qui s'est terminé à quelque part au début 2022, là, on a commencé à essayer d'activer cette donnée. Et ben, ça comporte toutes sortes de défis dont on va parler de ça tout à l'heure, j'en suis sûr. Ah, c'est pas comme simple de même. Pas tout à fait, non. OK. Mais voilà. Très bien, ben merci Serge pour cette mise en bouche. Donc, bonjour, j'avais peur, Anna, que vous partiez. Vous êtes partie. OK, ouf. Alors, Tout va bien. Anna Je suis là. Taïeb, bonjour, vous êtes responsable du développement des affaires chez Speedeo. Donc, si je comprends bien, vous, c'est plutôt côté justement plateforme et outils pour capter cette fameuse intelligence autour des données d'usage. Exactement. Expliquez-nous ce que c'est. En fait, donc Speedeo, c'est une entreprise française qui a maintenant plus de 10 ans. On est spécialisé dans la création d'algorithmes de recommandation et d'analytics pour le secteur culturel et uniquement le secteur culturel. Donc, c'est assez large. Ça va d'une plateforme de podcast jusqu'à une plateforme de jeux vidéo, un agenda culturel et majoritairement aussi les plateformes de streaming qui sont du coup notre plus gros marché. Et donc la spécificité de Speedeo, c'est que nos algorithmes se basent sur un fondement de sémantique.
Donc, je sais que le sujet de la taxonomie des métadonnées a été énormément évoqué ce matin, donc on n'y reviendra pas, mais nous, nos algorithmes, en fait, créent le lien entre la taxonomie, les mots-clés et les utilisateurs par le biais des données d'usage. Donc, nous, on récolte ces données d'usage de façon systématique pour pouvoir permettre la personnalisation du contenu. Donc évidemment, très gros enjeux pour les plateformes et surtout quand c'est un outil externe aussi, c'est quand même des sujets qui sont sensibles. Donc la spécificité, c'est que ce web en changement, nous, on l'a appris très tôt en prenant le contre-pied de ce qui se faisait aussi à l'époque, qui était du coup surtout de personnaliser par le biais des cookies. Et nous, au contraire, on a décidé plutôt de s'affranchir complètement des cookies et de fonctionner dans un environnement qui soit complètement GDPR compliant. Pardon. Voilà, donc c'est aussi les normes européennes qui nous ont... Normes européennes du règlement pour Bon, la et comme protection notre des données personnelles. Exactement, voilà, merci pour la traduction. GDPR. Voilà, GDPR. Voilà, exactement, RGPD. Et voilà, et donc effectivement, c'est un sujet qui, en ce moment au Québec, est vraiment assez d'actualité, tout à fait. Donc voilà. Oui, donc effectivement, avec la loi 25, j'allais dire C25, je m'excuse, dans le secteur culturel, on a tellement de C11, C18, C13, en tout cas, la loi 25, effectivement, on est effectivement à cette étape-là. Merci, on reviendra sur tous ces éléments-là, c'est très intéressant. Et finalement, bonjour, Chanel Morel-Lebrun. Donc, vous êtes dans un contexte quand même un peu différent. Vous êtes responsable marketing relationnel au Musée de la civilisation, donc déjà un contexte institutionnel et contrairement à Serge, en fait, vous êtes au début donc de cette démarche. Expliquez-nous donc l'élan puis la volonté qu'il y avait derrière tout ça. Oui, exact. Donc, au Musée de la civilisation de Québec, on est un musée, société d'État, et puis, on se questionne toujours sur comment mieux faire, comment mieux engager, fidéliser nos clientèles. Puis, on a fait beaucoup de recherches, des projets sur métadonnées d'usage, est-ce qu'on en a, comment est-ce qu'on les consomme, comment est-ce qu'on les conserve au musée. Et puis, on s'est rendu compte vraiment d'un besoin d'affaires super précis qui est au niveau du marketing. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui viens vous parler, non quelqu'un du numérique. Mais c'est ça. Donc, la mort des cookies arrive, on va avoir besoin de changer nos plateformes. Et donc, au musée, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les données? Parce que les données, on en a plein sur notre clientèle, mais on n'a pas cette vue 360. Donc, on a plusieurs outils, plusieurs bases de données. En faisant le recensement de celles-ci, on en a trouvé pas moins de 40. Alors, avoir notre vue 360 de notre clientèle pour être capable de l'engager quand quelqu'un fait un album de collection en ligne, quelqu'un qui achète un billet ou quelqu'un qui vient participer à une série de conférences sur un thème X, on n'était pas capable de réconcilier ces données-là et donc on n'était pas capable de proposer du contenu qui était pertinent pour la personne parce que sa vue était fragmentée. Donc, on en est venu à un projet là, de réconcilier toutes ces bases de données-là et donc on avait besoin de technologie, bien évidemment, pour nous aider, mais aussi, puis on va en parler un peu plus tard, mais de réfléchir à c'est quoi notre philosophie, c'est quoi notre culture de données dans notre musée et comment on veut partager ça. Et puis, en discutant de ce projet-là, on s'est rapidement rendu compte que les autres musées aussi avaient cet intérêt-là. Donc, on s'est associé, on est dans un projet de mutualisation des données avec les autres musées-lois, donc le Musée d'art contemporain, Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, depuis après bientôt 2 ans, on est dans un travail de mutualisation des données. Est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a des tactiques qui peuvent être mutualisables sans qu'on se pile les uns sur les autres, parce que ça reste que le consommateur culturel de musée a un temps limité en termes de dépenses de loisirs. Donc, mais ça donne des beaux échanges et on parlait ce matin aussi là, de taxonomie, d'ontologie, comment est-ce qu'on réussit à partager ces données-là, qui la collecte, de quelle manière, est-ce qu'elle est facilement accessible et tout. Donc, on est dans ces projets-là avec nos collègues des différents musées d'État. Donc, vous avez passé l'étape, en fait, où vous avez cartographié un peu, évidemment, ce que vous aviez comme données déjà, puis très bien. Ouais. Je voudrais juste revenir un peu sur les intentions, justement, puis les motivations qui poussent à amener. Donc, vous avez tous nommé, c'est intéressant parce que depuis ce matin, on est beaucoup, évidemment, dans la découvrabilité, même d'un point de vue général, c'est-à-dire l'importance, ne serait-ce que pour le rayonnement culturel, pour des raisons économiques, identitaires, etc., que les contenus francophones soient découvrables. Or, vous, et je reviens peut-être sur vous, Anna, vous dites, la première motivation que les clients ont, c'est
en fait, d'offrir une meilleure expérience utilisateur. Exactement. En fait, quand on choisit d'utiliser un système de recommandation, on va dire, et qu'on l'achète et qu'on ne le développe pas en interne, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement améliorer l'expérience utilisateur. Avant, la connaissance client, en fait, c'est vraiment se dire, on a un problème d'hyper-choix. C'est-à-dire qu'il y a trop de contenu. Mais non seulement il y a trop de contenu sur les plateformes, mais en plus, comme on est dans une économie de l'attention où l'attention elle est limitée, il y a trop de plateformes. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur a quand même un temps limité. Donc, à un moment, il faut bien trouver une solution pour que cet utilisateur-là puisse trouver en fait son bonheur sur une plateforme. Or, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un contrat en fait qui est passé entre l'utilisateur et la plateforme. Quand un utilisateur s'abonne ou juste en fait se connecte à une plateforme ou la consulte, le contrat qui est mis en jeu, qui est un contrat tacite, c'est de se dire, puisque je suis sur cette plateforme-là, je dois trouver un contenu qui me plaît. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et donc, il y a évidemment des enjeux de découvrabilité, puisqu'il s'agit aussi de valoriser par le biais des algorithmes de recommandation en fait, les catalogues de ces plateformes, quelles qu'elles soient, ces plateformes culturelles. Donc voilà, donc ça c'est la première motivation. Évidemment, comme on collecte énormément de données d'usage pour la recommandation et pour la personnalisation, on a une très très bonne connaissance client. Mais en fait, finalement, ça vient dans un second temps. Et d'ailleurs, pendant assez longtemps, nous, on ne proposait pas d'analytics, enfin pas en tout cas à un niveau vraiment très, très élevé, puisqu'on était vraiment concentré sur l'expérience utilisateur. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de données et que celles-ci valaient vraiment de l'or en fait pour les plateformes, notamment celles qui étaient surtout en fait les diffuseurs qui distribuaient leur contenu sur les plateformes, sur les GAFAM en fait, Facebook, Netflix, ou etc. En fait, n'étaient pas du tout maîtres de leurs données et n'avaient aucune connaissance sur la façon dont leurs utilisateurs se comportaient. Et là, pour nous, du coup, si un producteur de contenu fait la démarche de créer sa plateforme, quelle qu'elle soit, c'est bien pour aussi avoir de la visibilité sur justement comment est-ce que l'utilisateur se comporte sur ces plateformes-là. Donc voilà, donc en fait, c'est des briques qui s'articulent et qui sont interdépendantes maintenant. Ça, c'est un élément important que vous souhaitiez justement en fait, cette connaissance de l'utilisateur. Donc, vous vous concentrez dans l'écosystème que vous avez déployé autour des propriétés, j'imagine, de Mishmash, pas de Mishmash, plus largement de l'actualité, ouais. vraiment autour de l'actualité. Donc, il n'y a pas par ailleurs cette captation-là non plus de justement ce que, quand vos utilisateurs sortent de votre écosystème, qui consomment vos contenus sur les plateformes tierces, qu'en est-il de ça? Quel est votre rapport avec ça? Bon, comme probablement n'importe quelle organisation qui fait un peu de marketing numérique, c'est sûr qu'on fait du retargeting puis des choses comme ça sur les plateformes Meta et compagnie. Mais quand je vous parlais tout à l'heure d'une vue 360 dans notre entrepôt de données, on sort pas actuellement de nos plateformes. C'est-à-dire que le but au départ, on avait un but très, très ambitieux au départ, c'était même d'inclure les utilisateurs, par exemple ceux qui sont abonnés à notre magazine papier. Je rappelle peut-être pour nos amis français qu'il s'agit d'un magazine quand on parle de l'actualité, un peu comme l'Express l'est. Donc c'est ça, on avait l'intention de capter tout ce qui pouvait nous alimenter notre réflexion hors numérique. Et puis, on a restreint ça. Après ça, les plateformes numériques qui sont hors de notre écosystème immédiat, c'est un compromis qui n'est pas toujours agréable à faire, mais on est une petite structure. On est, comme on dit, une TTE, une petite entreprise. On est 23 employés, donc il faut faire des choix, malheureusement. Et donc, ça fait partie des choix ou des compromis qu'on a fait. On s'est vraiment concentré sur le bas de notre funnel, pour reprendre mon image de tout à l'heure. Donc, les prospects et les abonnés et les ex-abonnés. Donc, de mieux comprendre leurs besoins, tout ça, pour, dans le fond, améliorer la performance d'acquisition, la meilleure performance de fidélisation. Alors, on s'est vraiment concentré là-dessus pour l'instant.
avec les défauts que ça comporte. Là, on est conscient quand même. Mais c'est un édifice donc qui se construit effectivement à partir de ce premier écosystème. De la même façon, en fait, Chanel, passons à vous. C'est quoi le premier pas justement pour déployer donc la mise en place de cette connaissance ou de ce système qui nous permettra de mieux connaître? Vous avez cartographié chez vous, mais là, vous êtes aussi dans l'exercice de mutualiser et d'identifier avec d'autres partenaires ce que eux, c'est quoi le premier pas? Bien, le premier pas, chez nous, dans notre projet, dans le fond, c'est vraiment d'implanter une culture de données. On est dans un milieu culturel, on est dans des milieux où c'est beaucoup plus intuitif, on est beaucoup plus dans la création, dans moi, je sais, je communique mon produit, c'est de l'art, puis c'est correct. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas, nous, dans nos organisations. Donc, de dire, on a accès à de la donnée, elle est fiable, elle est vérifiée, on est capable de s'entendre ensemble sur qu'est-ce qu'on a envie aussi de mutualiser, parce qu'on peut en mutualiser beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui fait du sens pour nous? Donc, là, présentement, nous, on est vraiment là-dedans. Culture de données, essayer de s'entendre, donner envie aussi aux collègues de s'intéresser à de la donnée parce que si on juge qu'on n'en a pas de besoin depuis plusieurs années, bien, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça aussi dans la perspective de qu'est-ce que ça va vous aider, collègues, dans chacune de vos directions pour être capable d'avoir une prise de décision qui est éclairée aussi. On s'en vient de plus en plus avec des planifications stratégiques, des tableaux de bord et tout. Donc, on conscientise tranquillement pas vite les collègues à cette importance-là d'avoir une bonne donnée, mais aussi après ça, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée-là? Comment on veut s'en servir? Puis c'est quoi les stratégies qu'on met en place? Donc, on est vraiment là au bas de la pyramide de développer là, le langage commun au niveau là, de la culture de données. Avant même du choix du système de captation de données ou de comment qu'on va traiter la donnée ou de ce qu'on va en faire, il y a la gestion du changement qui embarque très, très en amont. Névralgique. Donc, je vais revenir à vous parce que vous avez une stratégie spécifique là-dessus, mais même chose pour vous. Est-ce que vous sentez, elle est où la résistance de la part des clients? C'est quoi qui... Alors, vaste question. Bon, déjà, une première chose, je trouve que c'est très intéressant ce que tu disais, parce que nous, pour le coup, on s'oblige à travailler en vase clos. En fait, c'est-à-dire qu'on va collecter les données de navigation, donc un like, un achat, un dislike, etc. Peu importe, en fait, et associer donc aux métadonnées que parfois nous-mêmes on produit. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes indexer les contenus de nos clients. Parfois, les clients, alors surtout ici au Québec, il y a une très forte culture de la taxonomie, donc souvent les métadonnées sont déjà bien organisées, mais ce n'est pas du tout le cas dans le reste du monde. Donc nous, on arrive pour pouvoir être complètement indépendant et pas pas avoir besoin soit d'autres providers, soit justement ce problème de centraliser la donnée, etc. Puisque du coup, on est indépendant là-dessus. Donc quand on vient nous voir, c'est aussi pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à acculturer sur le sujet? Bon, déjà, la pensée magique autour de l'algorithme de recommandation est quand même assez, comment dire, voilà, prégnante. Donc, alors ça a beaucoup changé ces 2 dernières années. Vous voulez dire, pardon, Anna, que si j'ai un algorithme de recommandation, alors mes vues et ma consommation va augmenter en flèche. Et puis, ouais. Alors voilà, donc déjà... c'est magique, c'est magique. Mais en fait, à la limite, je préfère presque ceux qui ont de grandes attentes et qui trouvent ça magique que... en fait, il y a aussi à raison, parce qu'on a vécu des scandales comme ceux de Cambridge Analytica, etc. Donc en fait, il y a aussi une très, très grosse défiance. C'est-à-dire que le mot algorithme, déjà, a un imaginaire qui est presque... Enfin, qui est très effrayant en fait. Et donc surtout dans les milieux culturels où parfois il y avait en fait c'est beaucoup moins le cas, hein. Mais en fait nous on a toujours tenu à cœur de se présenter comme un outil éditorial. Pourquoi? Parce que on n'a jamais eu la prétention de dire qu'on était autre chose qu'un outil éditorial en fait, et pas du tout une volonté de remplacer des éditeurs, des gens qui connaissent leur métier et qui connaissent leur contenu par une plateforme algorithmique magique qui en fait qui deviendrait le curateur exactement, et qui deviendrait en fait c'est juste un outil de facilitation et qui deviendrait un curateur total et qui en fait soyons honnêtes, qui supprimerait des emplois quoi. Nous c'est vraiment pas cette idée là qu'on a derrière, et on n'a pas du tout construit le produit comme ça. Donc déjà il y a ce sujet là qui est du coup très sensible et qu'il faut prendre, et quand on est dans le milieu culturel, faut le prendre avec beaucoup de voilà, je pense, d'intelligence sur ce que ça veut dire. En fait, c'est pas du tout anodin. Donc, déjà, quand on sort de ça, ensuite, on peut se poser des questions de données propres, de métadonnées, de catalogues, tout ça, etc. Mais avant ça, il y a déjà cette première étape à passer, quoi.
Donc, pareil chez vous, c'est-à-dire comment justement vous êtes passé à travers les étapes. Maintenant, ils l'ont fait, eux, comment? Donc, juste d'abord, qu'est-ce qu'ils ont gagné, les collègues, une fois qu'ils ont compris, bon, tant pis, on y va, c'est ça qu'on va faire, on va mettre en place un système de captation de données. Dorénavant, on doit tenir en compte ces informations-là. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, dans leurs opérations, dans leurs tâches? Et puis, comment justement cette culture de données peut-être a évolué? Bien, c'est-à-dire que il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect marketing, un peu comme les musées. On a des gens de contenu qui sont plus nos journalistes, équipe éditoriale, et les gens de commercialisation qui sont plus les ventes publicitaires, les abonnements, et ainsi de suite. C'est sûr que le besoin est venu du marketing d'abord et donc on a développé des projets. Le projet de Vue 360 était basé à l'origine par un besoin marketing, mais avec une vue très claire de la part de ceux qui ont parti le projet, de son utilité pour le côté éditorial. Sauf que là, quand on entre dans l'univers des créateurs de contenu, bon, on s'engage sur le bout des pieds. Moi, j'ai une vue très, très pragmatique de ça, c'est-à-dire que oui, il faut faire évoluer les vues là-dessus. Il faut amener les gens à voir quels sont les bénéfices. Je parle particulièrement du point de vue des contenus. Comment, en connaissant mieux nos audiences, on peut définir des contenus qui vont répondre davantage à leurs besoins. Mais ces gens-là sont extrêmement méfiants sur la technologie. Bon, évidemment, pour tous les travers qui ont été largement couverts par les médias, justement. Et donc, on ne peut pas entrer là-dedans à 100 000 à l'heure sans penser qu'on va casser les œufs. Alors moi, quand je dis que j'ai une vue très pragmatique là-dessus, c'est qu'on a commencé par se doter dans cette unification des données. On s'est donné des tableaux de bord. Des tableaux de bord qui... ben moi, je les ai, dès le début, utilisés à tous les comités de gestion. On se voit aux 2 semaines. La rédactrice en chef fait partie du comité de gestion. Donc, à tous les 2 semaines, on a une réunion qui commence avec les tableaux de bord pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à différents KPI ou indicateurs de performance. Et donc, ça a été comme une réalisation concrète. Je crois beaucoup à ça, c'est que oui, on a des beaux discours là-dessus sur les bénéfices, mais on a du concret sur lequel on travaille au quotidien, puis qui fait en sorte que les gens peuvent, tranquillement, pas vite, comprendre que, OK, il y a des bénéfices qui viennent avec ça, il y a des avantages qui viennent avec ça. Je ne suis pas en train de dire, cela dit, que quand on place la donnée au cœur du processus décisionnel, que toutes les décisions éditoriales sont prises sur la base de la donnée. Mais le seul fait que la donnée commence à faire partie du processus décisionnel, ça, c'est vraiment un changement important. Et ça change les réflexes au sein des équipes, j'imagine. Absolument. Tu sais, puis, bon, pour ceux qui suivent l'actualité, là, on a sorti récemment notre dernier dossier qui était très populaire, qui portait sur la petite vie. Donc, c'est pas des données qui ont amené l'équipe éditoriale à dire on va faire un dossier là-dessus. Mais il y a plusieurs décisions, et, bon, parce que ça reste quand même là, le sens de sentir qu'est-ce qu'il y a dans l'air du temps. L'équipe éditoriale est très compétente pour faire ça. Mais quand on est capable d'ajouter de la donnée pour voir si on fait bonne route ou fausse route, c'est vraiment un pas de géant, là. Mais juste pour votre information, La Petite Vie, c'était une série extrêmement populaire, culte, oui, absolument, de sketchs humoristiques, donc par Claude Meunier notamment. Et ils ont fait un retour dernièrement, ils ont refait quelques sketchs. Donc, voilà, juste pour partager. Hein? On partage nos cultures, c'est correct. Chanel, je suis curieuse quand même parce que si on entend bien effectivement les bénéfices, ce matin, on a beaucoup parlé aussi, on a ramené l'importance d'amener des preuves de concept. Donc, commencer petit, faire la démonstration au lieu d'essayer juste de convaincre les gens que ça va être extraordinaire, que ça va changer ta vie.
Le mieux, c'est donc de le faire. C'est un peu ce que vous dites, et de Exactement. par là, de Exactement. commencer à démontrer, puis à travers les résultats. Au début, je parlais de test AB, puis je parlais dans le désert, là. Puis maintenant, comme je racontais récemment, je me suis surpris à voir que les gens de l'équipe éditoriale préparaient un test AB pour une infolettre. Là, j'ai fait « Wow, OK, on vient de faire un pas de géant. » là. Donc, vous, Chanel, même chose. Comment vous comptez apporter cette preuve de concept? Et vous avez quand même un défi supplémentaire où est-ce que vous devez trouver des intentions communes? Qu'est-ce que vous recherchez comme groupe aussi, puisque vous êtes dans une approche, vous, plus commune, plus collective? Oui. Nous, la recherche qu'on fait présentement, c'est qu'on veut essayer d'augmenter nos revenus. On est des musées, on est des sociétés d'État, mais en bout de ligne, notre financement est limité, puis on veut toujours améliorer notre offre. Donc, on s'est centré sur un objectif commun qui est améliorer l'acquisition et la fidélisation de nos clientèles dans le but d'augmenter nos revenus autonomes. Et donc, en s'enlignant là-dessus, qui est un objectif très marketing, effectivement, nous aussi, le désir est venu de nos équipes marketing de trouver des nouvelles façons de convertir et de fidéliser les gens. Donc, on est parti de ça. Rapidement, ça s'est bien placé. Mais après ça, au niveau des processus, nous aussi, on est avec des tableaux de bord et tout. Donc, je pense que ces petits essais-là, des petites rencontres, des petites preuves de concept, regardez beaucoup ce qui se fait ailleurs. On a rencontré d'autres collègues aussi à Montréal, la Culture pour tous, la place Quartier des spectacles aussi, qui ont des projets comme ça. Donc, on est allé cogner à la porte de différents acteurs au Québec. On est allé aussi s'ouvrir à d'autres façons qui se font, notamment Audience Agency en Europe, à Londres. Donc, on est allé voir un peu ce qui se fait. On s'inspire un peu de tout ça. Et là, on va être à la veille de décider, parfait, maintenant qu'on a recueilli toutes ces infos, c'est qu'est-ce qui fait du sens pour nous dans notre alignement stratégique qui est de améliorer le contact avec nos clients dans le but de convertir, fidéliser. Très bien. Serge, vous vouliez réagir? Oui, en fait, je voulais ajouter aussi qu'il y a une question de leadership là-dedans, puis de changement générationnel. En tout cas, nous, c'est un peu ça qu'on vit présentement à l'actualité. Il y a un changement de génération. Il y a une rédactrice en chef qui est arrivée en poste début 2021, qui arrive avec une vision plus actuelle, je vais dire ça comme ça, de qu'est-ce qu'on peut faire avec les données. Puis ça elle recrute des gens qui sont plus jeunes. Alors, tout ça, ça aide aussi Il y a à... une impulsion, là. Oui, ça aide à la transformation numérique, là. Bien sûr. Fait que vous le voyez, vous, j'imagine, ça prend cette impulsion de départ. Puis ensuite, j'étais quand même curieuse de savoir si vous voyez arriver à la porte de Speedéo des groupes ou des regroupements ou des gens qui souhaitent et qui espèrent cette mutualisation. Alors, nous, c'est très particulier, car naturellement, en fait, nos clients nous imposent souvent de travailler en silo, car cette donnée étant tellement précieuse et aussi en fait sensible, sachant que nous ne collectons aucune donnée sociodémographique. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le genre et l'âge ou quoi que ce soit, donc on n'a aucune donnée personnelle, on a un ID anonymisé, pseudonymisé même, qui sont associés du coup aux interactions de l'utilisateur et donc à son historique de visionnage, etc., ou de lecture, peu importe. Et pourtant, on nous impose en fait de travailler en silo. Pour autant, pour des raisons d'acquisition, et notamment dans le secteur culturel, nous, ce pourquoi on se bat, c'est aujourd'hui de créer une espèce de place d'échange qui lie les différents acteurs du secteur culturel entre eux. Je m'explique. Aujourd'hui, on pourrait avoir parmi nos clients donc un musée, un média qui ont une cible en fait commune. S'il y a une taxonomie commune ou en tout cas une taxonomie sur laquelle on peut créer des ponts, alors on peut faire de la recommandation cross-média et donc ça aide à l'acquisition. Et aujourd'hui, puisqu'on est justement dans cette économie de l'attention et qu'on a ce problème d'acquisition pour à peu près tout le secteur culturel qui cherche à augmenter son taux d'acquisition, pourquoi pas ne pas mutualiser des audiences qui sont parfois proches, qui ont des centres d'intérêt communs et le cas échéant, en fait, avoir une croissance qui est très organique, puisque au lieu de faire c'est de la pub, mais on va dire vertueuse, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce pourquoi on se bat et ce vers quoi on essaye d'aller. Pour autant, le chemin, il est très long, surtout dans les acteurs, on va dire, qui sont notamment dans l'audiovisuel, où vraiment,
Notamment aussi parce que voilà, il y a le modèle Netflix qui est très fort et que du coup, la recommandation, c'est tellement core business, quoi. C'est tellement Oui, considéré vraiment comme au cœur de la au stratégie cœur de la de stratégie. l'organisation. Ouais. Donc c'est déjà une chose de la déléguer, mais alors en plus, déjà de la déléguer à un provider externe, Partager, c'est ouais. un monde. Alors si en plus, faut partager ces données-là, voilà, on n'y est pas encore. Après, voilà, par exemple, ici, je pense qu'on a enfin, le monde entier devrait s'inspirer, de ce qui se passe, ici au Québec, dont le milieu est beaucoup plus ouvert. Peut-être c'est une question d'échelle aussi, voilà, et de solidarité, voilà, Mhm. dans un plus petit marché. Mais voilà, quoi, en tout cas, dans le reste du monde, il y a encore du boulot, quoi. On n'y est pas. Mais parlons-en de cette mise à l'échelle, donc, parce qu'on peut comprendre qu'effectivement, Chanel, dans sa position, les musées-lois, qui ont un mandat commun, qui sont des institutions publiques, de toute façon, des sociétés d'État, puissent être moins freinés par ce volet de secret professionnel ou de stratégie commerciale, etc. Mais est-ce que vous, par exemple, Serge, vous auriez fait autrement? Parce qu'on en a vu aussi des regroupements de groupes médias, mais aujourd'hui, là, avec le recul, dites-vous, je préfère quand même être dans mon... c'est ça, est-ce que c'est quelque chose, ou même que vous entrevoyez comme deuxième étape, cette idée de partage de données, de mutualisation, déjà Ben, pour partager les coûts aussi de l'infrastructure, peut-être, avoir un meilleur retour sur investissement, je ne sais pas. ouais, puis faire une espèce de contrepoids à la prédominance des plateformes. C'est un vieux rêve du côté des médias de mutualiser les données pour faire en sorte qu'on puisse faire ce que Facebook fait, qu'est-ce que Instagram fait et compagnie, c'est-à-dire ben, pour offrir aux annonceurs la possibilité de faire du retargeting ou des choses comme ça. Puis on se bute tout le temps bon, qui va gérer ces données-là et comment on peut s'assurer avec des concurrents qui nous font face, puis avec lesquels on partagerait ces données-là, comment on peut s'assurer que personne ne va pouvoir faire de l'espionnage industriel et profiter de cette mutualisation-là. Fait que c'est sûr que quand on est dans une société d'État ou dans un organisme public, probablement, bon, peut-être que je me trompe, là, mais je me dis que c'est peut-être un peu plus réalisable. Mais en milieu concurrentiel, c'est vraiment pas évident. Mais pourtant, la valeur serait, et tout le monde la voit, là, la valeur est évidente, mais c'est extrêmement difficile quand on tombe dans OK, comment on opérationnalise ça? C'est là Ouais. qu'on se bute. J'imagine que certains médias locaux en ce moment qui se sont vus couper l'accès justement à des plateformes Puis là, comme ben, qu'on ne c'est sûr que nommera pas à cause du projet de loi C-18, C'est sûr que c'est réactivé avec le ont envie de se blocage des parler, là. nouvelles sur Oui. Meta. Puis bon, je pense que bon, c'est déjà grave, là, le blocage des nouvelles sur Meta, mais si ça venait qu'à inclure Google, là, il y aurait une crise majeure qui peut-être créerait des conditions pour que là, on n'ait plus d'autre choix que de dire, mais si on ne fait pas ça, on meurt, donc on va le faire. Mhm. Bah, justement, Anna? nous, on pousse énormément pour que les plateformes, en fait, se créent, enfin, diffusent le plus possible au sein de leurs écosystèmes pour éviter justement ça. Parce qu'en fait, il y a eu en fait ce traumatisme aussi quand même pour les médias ça a déjà 7-8 ans, mais le moment où l'algorithme de Facebook a changé et a arrêté de mettre en avant en fait les contenus médias pour au contraire se resserrer sur les amis, ça a été quelque chose qui a été enfin très très dur pour voilà beaucoup de médias. Et il y a quand même un énorme enjeu de souveraineté des données, en fait. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que, on va dire, Netflix, Amazon, etc., seraient les seuls, ou bref, ou les équivalents dans les autres industries, seraient les seuls à avoir déjà accès à un algorithme de recommandation de qualité, à des analytics de qualité, et à avoir une vision macro sur leur business, en fait. Le problème, c'est que c'est des outils qui apparaissent comme étant parfois très compliqué à mettre en place, parce que voilà, on ne sait pas par où commencer, et puis où ça s'arrête, où ça commence, le marketing, la personnalisation, enfin, c'est vertigineux. Donc voilà, nous, si on a une mission, c'est celle-là. Et voilà, j'espère ensuite qu'il y aura cette idée de mutualisation qui viendra, et notamment dans le secteur public, parce qu'on travaille beaucoup avec le secteur public, mais même dans le secteur public en France, pour l'instant, les ponts ne se font pas. Mais bon, on ne désespère pas. Mais Voilà. parlons un peu de ça, justement, sur l'incidence sur les opérations. Rentrons dans du concret, là, si vous le voulez bien, parce que vous avez raison, à la limite, on voudrait tous ça, puis en même temps, il y a quelque chose qui intimide dans cette idée de se mettre à gérer de la donnée quand, dans les faits, on est un musée ou on est tout d'un coup, on est comme quoi, pourquoi, moi, non.
Je ne suis pas un... Je suis pas... Donc, qu'est-ce que ça prend d'un point de vue de compétences déjà à l'interne? Et comment, justement, quelle incidence sur les processus opérationnels puis sur la charge? Vous disiez, vous êtes une TTTP? TTE. 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 Oui, effectivement, puis c'est énorme. Puis, tu sais, quand je disais tout à l'heure qu'au début, que ça comporte des défis, d'essayer d'avoir une vue 360 de nos utilisateurs, tout ce qu'on pourrait faire avec cette donnée en termes de progrès pour optimiser notre performance, soit en termes de conversion ou de personnalisation de contenu, ou peu importe, c'est énorme versus qu'est-ce qu'on est capable de faire avec notre petite équipe. On a deux développeurs pour vous situer. Alors, c'est sûr que notre feuille de route ne fait que s'allonger. Au fur et à mesure qu'on avance à petits pas avec la vitesse qu'on peut. Puis, ben, essayer de s'en aller vers des SaaS qui ferait en sorte qu'on aurait besoin de moins d'efforts de la part de nos équipes de développement internes. Oui, OK, je veux bien, mais ça représente des coûts d'opération souvent qui sont basés sur du volume de transactions ou volume d'interaction. Et donc, on ne peut qu'anticiper une augmentation des coûts d'opération avec un retour sur ces coûts d'opération qui n'est pas toujours évident à démontrer. Alors, on tourne un peu, je dirais, à vitesse trop lente pour ce qu'on aurait à faire avec cette donnée. Alors, on réussit à faire des choses comme automatiser des parcours pour les interactions avec nos abonnés. Alors, ce qu'on ne faisait pas, quelqu'un qui s'abonnait chez nous jusqu'à récemment, on lui disait bonjour, merci par un courriel de bienvenue. Maintenant, il y a tout un parcours pour s'assurer que les nouveaux abonnés découvrent la valeur de ce à quoi on leur donne accès. Mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait imaginer qui apporteraient tout autant de valeur, sinon plus. Alors, c'est notre capacité opérationnelle, dans le fond, qui ne nous permet pas de tirer le meilleur parti de toutes ces avancées technologiques. Autrement dit, ce que vous dites, c'est qu'on a fait l'effort, on l'a déployé, mais on n'arrive pas à l'exploiter de manière on exploite optimale. les low-hanging fruit, comme on dit, donc les choses les plus évidentes en termes de valeur à capturer. Puis, ben, ce qui nous permettrait d'optimiser, d'aller chercher à la marge des gains, ben ça, c'est beaucoup plus laborieux, là. Anna, vous allez réagir là-dessus? Oui, en fait, donc effectivement, nous, notre modèle d'affaires, c'est donc un SaaS et les utilisateurs payent en fonction du nombre d'abonnés qu'ils ont, d'utilisateurs mensuels. Donc effectivement, c'est sûr, plus la plateforme grossit, plus ça coûte cher. Voilà. Donc ça, mais c'est aussi, en fait... c'est aussi ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. Donc en fait, nous, par exemple, on a fait le choix, pour pallier à ça, de ne pas limiter... Bon, alors désolé, ça va rentrer dans le jargon technique, mais bon... très rapidement, je vous promets. On ne limite pas, par exemple, le nombre d'appels API sur le système. Donc, ça veut dire que, en fait, une fois que l'utilisateur est connecté et donc est client, il peut utiliser autant qu'il veut du coup notre plateforme. Donc ça, c'est une façon voilà, d'accompagner dans la croissance. Donc, en gros, on ne pénalise pas le poids qu'on met sur le système, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, parce que j'arrête de prêcher pour ma paroisse, bien sûr. La deuxième chose, c'est on y a un vrai besoin de transparence en fait, et de lisibilité sur ces données-là. Le problème, c'est qu'une fois que ces données-là sont collectées, toutes les industries culturelles et créatives n'ont pas les moyens de se payer un data scientist pour analyser cette donnée. Voilà. Donc, en fait, c'est même franchement de la science-fiction. On commence tout juste à internaliser les data scientists dans ce genre de structure. Avant, c'était soit des consultants. Enfin voilà, donc ça, c'est de la science-fiction. Clairement, pour l'instant, je pense que la culture donnée va aller en grandissant et que les data scientists seront dans les premiers recrutements maintenant sur ce genre d'équipe dans la digitalisation, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, en fait, nous, la solution qu'on a trouvée, c'est d'expliciter au maximum les KPI qu'on propose. Et en fait, de vraiment donner une lecture métier et pas seulement un chiffre illisible. Moi, j'ai un bagage marketing avant. J'ai beaucoup travaillé sur Google Analytics. Franchement, Google Analytics...
pour être expert, il faut quand même se lever tôt, hein. C'est-à-dire que pour comprendre toutes les KPI, c'est ultra complexe en fait. C'est illisible. Donc, à un moment, quand on rentre dans le concret, justement dans le métier, on va se retrouver avec, par exemple, pour une chaîne de télé, admettons, un directeur des acquisitions qui veut savoir quel contenu fonctionne le mieux et donc qu'est-ce qu'il va acheter, ou alors qu'est-ce qu'ils vont produire, qu'est-ce que les journalistes doivent écrire. Bon, bah, à un moment, il faut donner une métrique qui soit claire, quoi, qui soit lisible, qui dise, bah voilà, les contenus qui marchent le mieux, c'est les contenus qui parlent de famille, par exemple. Pareil, pour le CFO qui veut savoir, je sais pas, quels sont les contenus voilà, qui génèrent le moins de revenus ou génèrent le moins d'interaction, bah, c'est ce genre de KPI qu'il faut highlighter, quoi, qui soit très facilement lisible. Donc ça, pour moi, c'est un des enjeux clés. Serge, tu voulais réagir rapidement là-dessus? Ben, Rebondir? en fait, je voulais mentionner aussi que on a beaucoup parlé d'algorithmes, puis qu'est-ce que ça permet pour la personnalisation de contenu. Puis je veux juste mentionner une chose. Quand on est un média comme nous, généraliste, on fait de l'information générale, donc on parle de culture, de politique, et ainsi de suite, là, tous les sujets y passent. On vient de faire un sondage auprès de nos abonnés et parce qu'on est en train de refaire notre application mobile. Et là, on se rend compte que le fait de découvrir des contenus qui ne sont pas nécessairement mon premier choix comme utilisateur, c'est une valeur importante auprès d'une part très importante de notre lectorat. Autrement dit, ils veulent le contraire d'une personnalisation jusqu'à un certain point, parce que c'est la valeur principale qu'ils voient dans un média d'information générale, c'est de les exposer à quelque chose qu'ils n'auraient pas pensé qui les aurait intéressés. Ah! Merci pour le lien vers ma prochaine. Non, mais c'est très intéressant parce que c'était ma prochaine question, parce que je tiens vraiment à refaire le lien quand même maintenant avec, de manière générale, ou peut-être à l'échelle de nos sociétés maintenant, non seulement de nos organisations, mais plus collectivement, avec ce lien avec la découvrabilité, du rayonnement culturel de nos contenus francophones, de s'assurer justement que l'offre ne vienne pas se perdre pour les utilisateurs, j'entends, dans cette mer incontrôlable de contenu qui est sur le web. Alors, ma question, c'était parce qu'on a bien entendu les bénéfices liés au marketing, à la personnalisation, à la recommandation, à ce que l'utilisateur y gagne, à ce que vos départements de vente et de tout ça y gagnent, et même sur le plan éditorial, mais comment on résout cette tension entre pousser du contenu qu'on sait que l'utilisateur aime ou va vendre à l'annonceur versus lui faire découvrir des choses qui pourraient le surprendre? Alors, en fait, nous, c'est vraiment nativement pensé dans nos algorithmes de se dire un bon algorithme de personnalisation n'enferme pas dans une bulle de filtre. La bulle de filtre, c'est vraiment, alors notamment pour l'actualité, c'est un enjeu qui est démocratique en fait. C'est-à-dire que trop personnalisé sur une plateforme telle que la vôtre, c'est vraiment contre-productif, quoi. Donc au contraire, et notamment ça passe énormément, je sais c'est la marotte du jour, mais par des bonnes métadonnées, une bonne qualification des contenus. Si les contenus sont bien qualifiés, ils sont beaucoup plus facilement découvrables, et donc du coup on peut les mettre en avant. Nous, on a un algorithme qu'on adore de surprise, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et ça propose une paire random, c'est-à-dire associée à deux mots-clés ou à deux moods, deux envies. On a une liste de contenus qui sont vraiment randomisés. Et ben, je suis au regret de vous annoncer que personne ne veut intégrer cette feature. Alors pourtant, elle est là, hein, donc voilà. Donc en fait, parmi les clients qui utilisent Speedio, non, ça les intéresse pas, ça. Si, on a un opérateur français qui l'a, quoi. En fait, okay. Donc littéralement, on a et pareil, on a aussi une feature de search un peu gamifié avec des mots-clés. Et en fait, c'est pas du tout tous nos clients qui les intègrent. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est que l'éducation à la découvrabilité n'est pas du tout faite encore. Et donc, nous, on se bat beaucoup pour ça. Pour autant, en fait, il y a cette tentation à la personnalisation, à la personnalisation à l'extrême, alors que dans une idée de rétention, alors qu'en fait, au final, ce qui fait la rétention et ce qui empêche de s'abonner, c'est la bonne expérience utilisateur. Et la bonne expérience utilisateur, elle ne passe pas par de l'ultra-personnalisation. Ou pas que, en tout cas, ça dépend des goûts de chacun. Mais enfin, a priori, c'est ça. Pas que.
c'est surtout aussi pour la bonne offre et le bon, Exactement. la bonne expérience derrière, quoi. Ben oui, exact. Tu sais, le bon message à la bonne personne au bon moment. Ouais, Mais ouais. tu sais, moi, ce que je vois poindre à l'horizon comme enjeu, c'est que ça va challenger les gens dans la production des contenus aussi. Tu sais, c'est le fun de voir qu'à l'actualité, déjà, il y a du A/B testing, mais c'est justement, tu sais, si toi, tes clients n'ont pas encore intégré la fonctionnalité du surprise, ben peut-être parce que, oui, on veut se servir de la donnée pour faire de la personnalisation, mais je suis pas tout à fait prêt à entendre ce que la clientèle veut comme choix, qu'est-ce qu'elle va faire comme choix. Donc, nécessairement, ça va challenger les équipes de production de contenu plus tard, là, mais qu'on soit rendu là. Mais justement, c'est dans l'accumulation de données, si vous me permettez. Ah ben oui, C'est- tout à fait. C'est dans l'accumulation de données qu'on peut commencer à dégager un portrait peut-être plus réaliste de ce qui se passe. Parce que en même temps que je vous disais ça sur les résultats du sondage, en même temps, nous, on a une infolettre générique qu'on appelle la quotidienne qui inclut des sujets variés et on a des infolettes spécialisées, donc sur des thèmes précis comme la politique, comme la santé, comme les finances personnelles. Et les taux d'ouverture et les taux de clics sur les infolettres spécialisées sont ahurissants comparé aux taux d'ouverture et les taux de clics qu'on a sur la quotidienne. Alors, oui, les gens veulent de la diversité, puis en même temps, leur engagement et puis leur fidélisation passe par une personnalisation, manifestement, parce que c'est ce que les données nous indiquent clairement. Fait qu'il faut trouver Une espèce d'équilibre, cet effectivement. équilibre définitivement. De la même façon, j'imagine qu'il faut trouver aussi, et je terminerai là-dessus, mais un équilibre sur la quantité d'indicateurs ou d'indicateurs clés de performance, les fameux KPIs, en fait, parce qu'effectivement, en faire rentrer comme 800 dans le Ah oui. système, ça On donne va s'y rien. perdre. perdre, c'est ça. De C'est toute ça. façon aussi, tu sais, quand on le dit, la possibilité que la technologie nous amène sont immenses, mais il faut apprendre à faire des choix parce que c'est ça, on va se noyer. Fait que, tu sais, d'essayer de voir les low-hanging fruit pour commencer. Puis après ça, ben, tu sais, on augmente en maturité. Là. Mais oui, c'est facile de se perdre avec l'immense possibilité que ça nous apporte la technologie. Anna, un Ouais. mot de la fin? Non, bah écoutez, déjà, merci beaucoup pour ces questions-là. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de parler de ces sujets-là en bonne intelligence et on va dire un peu aussi sans émotion, parce que c'est des sujets qui génèrent beaucoup d'émotions. Non, mais c'est vrai, qui génèrent beaucoup d'émotions. Donc, c'est toujours vraiment un plaisir de pouvoir le faire. Je suis très enthousiaste à l'idée des discussions qui ont eu lieu ce matin sur une architecture mutualisée des métadonnées qui changerait, mais pour nous, la donne, mais vraiment d'un point de vue, ce serait extraordinaire qu'on en arrive là, puisque c'est quand même bon, c'est pas pour tout de suite, mais pour faire de la découvrabilité, de la bonne personnalisation, les données d'usage, aujourd'hui, dans le secteur culturel en tout cas, sont secondaires, quoi. C'est-à-dire que si les métadonnées ne sont pas bonnes, aujourd'hui, la tractation des données d'usage, elle est beaucoup moins pertinente. Donc voilà, c'est pour moi, c'est le mot de la fin. Très bien. Donc, ensemble, tout ça. Merci beaucoup. Comme à chaque fois, j'ai comme la frustration d'avoir envie de lancer une autre question, mais on s'arrête. Alors, là-dessus, je vous invite à la pause. On a un petit 10 minutes d'arrêt. 10 minutes. Oh, comme on a le temps. Pas de problème. 10 minutes. 10 minutes d'arrêt. On va se détendre un petit peu. On se retrouve tout de suite après. Merci infiniment. Merci. Merci, panélistes.